Mr. President, honourable members of the European Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, before you this time last year, I had a somewhat easier speech. lorsque je suis venu prendre la parole au même moment l'année dernière, mon discours était un peu plus facile. Our union was not in a good state. Tout le monde voyait que l'Union était en piètre état. L'Europe traversait une tempête Very foundation. We only had two choices et ses fondations même en étaient ébranlées. Nous avions deux possibilités. around a positive Soit nous nous unissions agenda, or each retreat. et nous fixions un ordre du jour positif ou constructif, ou alors chacun se repliait dans son coin. I argued for unity. I proposed a positive agenda Face à ce dilemme, j'ai défendu l'unité. J'ai proposé des projets constructifs that protects pour contribuer, je l'ai dit l'année dernière, une Europe qui protège, qui assiste, qui défend. For the past 12 months, the European Parliament has helped bring this agenda to life. We Ces continue 12 derniers mois, le Parlement européen a contribué à travailler à cet objectif et nous travaillons tous les jours to work à progresser. to find an agreement on trade defense instruments. Hier soir, vous avez encore travaillé ensemble pour trouver un accord sur les éléments de défense commerciale. Thank you for that. Et Also vous êtes parvenus, je vous en remercie. 27 leaders of our member states. Je tiens à remercier également les 27 dirigeants de nos États membres. They welcomed my agenda Quelques jours at the summit in Bratislava. après mon discours de l'année dernière, ils se sont félicités de mes propositions. They chose to rely Lors de mon discours de Bratislava, ils ont opté pour l'unité. together Ils ont choisi de travailler ensemble. that Europe can deliver for its citizens. Ensemble aussi, nous avons montré que l'Europe est à la hauteur Ever since, lorsque les enjeux étaient de taille. but surely gathering momentum. Petit à petit, nous avons pris de l'élan. Economic outlook swung in our favor. Certes, les perspectives économiques s'amélioraient, ce qui nous a aidés, Economic recovery that et nous sommes maintenant dans la 5e année d'une reprise économique qui, enfin, member states se fait sentir dans chaque État membre. La croissance dans l'Union européenne of the United States over the last a dépassé celle des États-Unis lors des 2 dernières années. 2% for the Union as a whole and at 2.2% Elle dépasse maintenant de 2,2% area. Unemployment pour la zone euro is at a et de 2% dans son ensemble. Le chômage est au plus bas depuis 9 ans. 8 million jobs have been created during 8 millions d'emplois pratiquement ont été créés with 200 depuis le début de cette législature. 235 millions d'Européens ont un emploi, than ever before. ce qui fait plus de personnes dans l'Union The European que Commission jamais auparavant. cannot take the La credit Commission européenne ne peut pas alone. être la seule à s'en féliciter, bien sûr. Sure that had 8 million Je suis jobs néanmoins been lost, convaincue we would have que si 8 millions d'emplois avaient été perdus, c'est la Commission qui en aurait été accusée. Institutions played their part in helping the wind change. Les institutions européennes ont joué leur rôle en contribuant au changement. European Investment Plan, which has triggered 220 Nous pouvons saluer notre plan européen d'investissement It qui a permis 225 milliards d'investissements 450,000 small firms et qui a permis d'octroyer des prêts à plus de 445 000 petites entreprises. for the fact that thanks to Nous pouvons nous féliciter également European du fait que grâce à une action déterminée, les banques européennes, une fois de plus, ont le capital nécessaire pour prêter aux entreprises, de sorte à ce qu'elles puissent travailler et créer des emplois. Et nous pouvons également nous féliciter from 6.6% d'avoir réduit les déficits publics de 6,6% à 1,6%. thanks to an intelligent application. Ceci s'est fait grâce à une application intelligente We ask du pacte de stabilité et de croissance. but are careful. Nous avons demandé la discipline fiscale This is in fact et nous sommes prudents afin de ne pas étouffer la croissance, et ça fonctionne très bien partout dans l'Union malgré certaines critiques. 10 ans après la crise, l'économie de l'Europe enfin rebondit et notre confiance s'en ressent. And the Commission are putting the Europe back in our Union, and together we are putting the Union back in. Nous replaçons l'Europe sur les rails de l'Union et ensemble, nous allons la consolider. We saw all 27 leaders work L'année dernière, les 27 dirigeants se sont retrouvés to renew sur le their vows Capitole à Rome. Et l'un après l'autre, to our Union. ils ont répété leur engagement l'un et l'autre envers l'Union. The wind is back Et tout ceci m'incite à penser
que l'Europe a de nouveau le vent en poupe. A window of opportunity. Nous avons maintenant une occasion à saisir. Mais cette occasion ne perdurera pas. Utilisons-la au mieux. Utilisons le vent qui nous pousse. Pour cela, nous allons faire deux choses. Tout d'abord, nous devons rester sur notre trajectoire. Nous pouvons utiliser ce temps à disposition pour mettre un point final à ce que nous avons entamé à Bratislava et être à la hauteur de notre propre projet. Ensuite, nous devrions également donner des indications pour l'avenir. Comme l'écrivait Mark Twain, et je cite, « Dans plusieurs années, nous serons davantage déçus par ce que nous n'avons pas fait que par ce que nous avons fait. Maintenant, il est temps de construire une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique pour 2025. » Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, alors que nous gardons vers l'avenir, nous ne pouvons pas nous laisser dévier de notre cap. Ensemble, nous nous sommes fixés comme objectif de parachever une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin. Comme l'a confirmé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80% des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique. Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets, je le sais, controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Et je voudrais dire que la Commission, elle, sera ouverte au compromis, du moment que le résultat final est bon pour l'Union et équitable pour tous ses États membres. Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20% d'initiatives restantes d'ici mai 2018. Ce matin, j'ai adressé au président du Parlement et au Premier ministre estonien, dont je voudrais ici saluer l'action forte qu'il est en train de déployer pour ce qui est de l'Europe, je viens de leur envoyer une lettre d'intention précisant les priorités pour l'année à venir. Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer toutes ces propositions, mais permettez-moi d'en mentionner 5 qui sont particulièrement importantes. Premièrement, je voudrais que nous renforcions notre programme commercial européen. L'Europe est ouverte au commerce, oui, mais réciprocité, il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons. Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. Le commerce, c'est l'exportation de nos normes sociales et environnementales et de nos normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire. L'Europe a toujours été un espace économique attirant. Mais depuis l'an dernier, j'observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre porte pour conclure des accords commerciaux avec nous. Grâce à l'aide de votre Parlement, nous venons de conclure avec le Canada un accord commercial qui s'appliquera de manière provisoire à compter de la semaine prochaine. Nous avons trouvé un accord politique avec le Japon sur un futur partenariat économique. Et d'ici la fin de l'année, nous avons de bonnes chances de faire de même avec le Mexique
et les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je voudrais que tous ces accords soient finalisés d'ici la fin de ce mandat. Et je tiens à ce qu'ils soient négociés dans la plus grande transparence. L'ouverture aux échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos processus décisionnels. Le Parlement européen aura le dernier mot sur l'ensemble des accords commerciaux. Et donc, ses membres, tout comme les parlements nationaux et régionaux, doivent être tenus parfaitement informés dès le premier jour des négociations. La Commission y veillera. Dorénavant, la Commission publiera l'intégralité des projets de mandat de négociation qu'elle présentera au Conseil. Les citoyens ont le droit de savoir ce que propose la Commission. Fini le manque de transparence, fini les rumeurs et les procès d'intention dont la Commission ne cesse de faire l'objet. J'invite le Conseil à faire de même. Je voudrais dire une fois pour toutes, nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'Union européenne sur l'examen des investissements, investment screening en franglais. Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique ou une de nos sociétés, santé madame, ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de défense, cela ne peut se faire que dans la transparence, à travers un examen approfondi et un débat. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective. Deuxièmement, la Commission voudrait rendre notre industrie plus forte et plus compétitive. Ceci est en particulier vrai pour ce qui concerne notre base industrielle et les 32 millions de travailleurs qui en constituent la colonne vertébrale. Ce sont eux qui fabriquent les produits de toute première classe, nos voitures par exemple, auxquelles nous devons notre avance par rapport à d'autres. Je suis fier de notre industrie automobile, mais je suis choqué quand clients et consommateurs sont sciemment et intentionnellement trompés. J'invite l'industrie automobile à faire amende honorable et à corriger le tir. Au lieu de chercher à tromper et à induire en erreur, les constructeurs devraient investir dans les voitures propres qui sont celles de demain. Nous présentons, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui même, une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe qui permettra à notre industrie de rester ou de devenir le numéro 1 en matière d'innovation, de numérisation et de décarbonisation. Troisièmement, je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. L'année dernière, nous avons fixé des normes climatiques globales avec la ratification de l'accord de Paris, ici même dans cette Assemblée. Face à l'affaissement des ambitions dont font preuve les États-Unis, l'Europe doit faire en sorte de rendre grande la planète qui est la partie indivisible de l'humanité tout entière. La Commission présentera sous peu une proposition de réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports. Et quatrièmement, je voudrais que nous protégions mieux
les Européens à l'ère du numérique. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de l'Internet. De nouvelles règles proposées par la Commission protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne. Mais l'Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et que les chars. Rien que l'année dernière, on a enregistré plus de 4000 attaques par rançongiciel et 80% des entreprises européennes ont connu au moins un incident lié à la cybersécurité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières. Elles n'épargnent personne. C'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils, et notamment une agence européenne de cybersécurité pour mieux nous défendre contre ces attaques. Et cinquièmement, la migration doit rester sur notre radar. Même si les questions gravitant autour de la migration ont souvent suscité débats et polémiques, nous sommes parvenus à faire de réels progrès sur de nombreux plans. Aujourd'hui, nous protégeons nos frontières extérieures de façon plus efficace. Plus de 1700 officiers du nouveau corps de garde-frontières et de garde-côtes soutiennent maintenant les 100 000 gardes-frontières nationaux des États membres et patrouillent notamment en Grèce, en Italie, en Bulgarie et en Espagne. Nous avons des frontières communes, mais les États membres qui sont en première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et protection commune doivent aller ensemble. Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, source de grande inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97% le nombre des arrivées irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l'accord que nous avons conclu avec la Turquie. Et cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale. Les arrivées y ont diminué de 81% en août par rapport au même mois de l'année dernière. De cette manière, nous avons considérablement réduit le nombre de vies perdues en Méditerranée. Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à l'Italie pour sa persévérance et sa générosité. Cet été, pendant les mois d'été, la Commission a travaillé en toute harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l'Italie sauve l'honneur de l'Europe. Nous devons aussi, et de toute urgence, améliorer les conditions de vie des réfugiés en Libye. Je suis atterré par les conditions inhumaines qui prévalent dans les centres de rétention ou d'accueil. Ici, l'Europe a une responsabilité, mais une responsabilité collective. Et la Commission agira de concert avec les Nations unies pour mettre fin à cette situation scandaleuse qui ne peut durer. Même si cela m'attriste de voir que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de solidarité, l'Europe prise dans son ensemble, a continué, elle, à faire preuve de solidarité. Rien que l'année passée, nos États membres ont accordé l'asile à plus de 720 000 réfugiés ou ont pourvu à leur réinstallation. C'est 3 fois plus que l'Australie, le Canada et les États-Unis pris ensemble. L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. L'Europe est et restera
le continent de la solidarité où doivent pouvoir trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables. Je suis particulièrement fier des jeunes Européens qui se portent volontaires pour donner des cours de langue aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleur à la solidarité européenne. Aujourd'hui, mais nous devons redoubler d'efforts. À la fin du mois, la Commission présentera une nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l'Afrique et l'ouverture des voies de migration légale. Concernant plus particulièrement les retours, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas en droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. Alors que seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C'est seulement de cette manière que l'Europe pourra faire preuve de solidarité à l'égard des réfugiés qui ont réellement besoin de protection. La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s'agit aussi de mettre en place une plus grande solidarité avec l'Afrique. Afrique, berceau de l'humanité, continent noble, continent jeune. Notre fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté d'une enveloppe de 2,7 milliards d'euros, ouvre des possibilités d'emploi partout sur le continent africain. Mais alors que le budget de l'Union européenne a assumé le gros du financement, la contribution de tous nos États membres réunis ne s'élève qu'à 150 millions d'euros. Le fonds atteint maintenant ses limites. Nous connaissons, ou nous devrions connaître, les risques d'une pénurie de financement. En 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l'Europe quand et parce que les fonds du Programme alimentaire mondial de l'ONU se sont épuisés. J'invite donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le Fonds fiduciaire pour l'Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand. Nous allons aussi travailler à l'ouverture des voies de migration légale. La migration irrégulière ne s'arrêtera que lorsque les migrants auront une autre option que d'entreprendre un voyage périlleux. Nous sommes sur le point de réinstaller 22 000 réfugiés venant de Turquie, de Jordanie ou du Liban. Et je m'associe à l'appel lancé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés originaires de Libye et des pays voisins. Pour le reste, l'Europe est un continent qui vieillit. Raison de plus pour le doter d'un système de migration légale qui est une nécessité incontournable. C'est la raison pour laquelle la Commission a fait des propositions pour faciliter l'accès des migrants à la carte bleue européenne et je remercie le Parlement de son soutien à cet égard. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, der Initiativen angesprochen, die wir in den kommenden 16 Monaten zum Abschluss bringen. Je n'ai parlé ici que de certaines des initiatives que nous allons mener à terme lors des 16 mois à venir. Mais ceci ne suffira pas si nous voulons atteindre le cœur des Européens. Au-delà de la réflexion cérébrale, il est temps maintenant
de définir le parcours à venir. En mars, la Commission a présenté son livre blanc sur l'avenir de l'Europe qui contient 15 scénarios présentant ce que pourrait être l'Europe en 2025. Ils ont été débattus, parfois un peu superficiellement, souvent vivement. Ils ont été analysés et certains rejetés. Et c'est très bien parce que c'est précisément comme ça qu'il faut procéder. Je voulais lancer un processus de réflexion pour que les Européens réfléchissent à leur avenir. L'avenir de l'Europe ne peut pas être dicté par le haut. De telles décisions doivent se fonder sur un débat démocratique, sur un consensus large. Ce Parlement a beaucoup contribué à ce débat et je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement les rapporteurs. Je voudrais également remercier les collègues qui ont participé à plus de 2000 consultations que la Commission a organisées depuis le mois de mars partout en Europe. Il est temps maintenant de tirer les premières conclusions de ces débats. Il est temps d'entreprendre les démarches suivantes. Il faut passer maintenant des paroles aux actes, des débats aux décisions. Je voudrais vous présenter ici un des aspects, ce que j'appellerais personnellement le 6e scénario. Ce scénario se fonde sur une expérience personnelle de plusieurs décennies. Toute ma vie, j'ai baigné dans le projet européen. J'y ai travaillé, je l'ai défendu. Il y a eu des vaches grasses, des vaches maigres. J'ai été de plusieurs côtés de la table des négociations. À Maastricht, à Amsterdam, Nice, Lisbonne. Au fur et à mesure que notre union se développait, s'élargissait, j'ai toujours lutté pour l'Europe. Et parfois j'ai souffert de l'Europe et j'en ai douté. J'ai connu des hauts et des bas avec l'Union européenne. Mais j'ai toujours gardé le même amour pour l'Europe. Et nous le savons, il n'y a pas d'amour sans désamour, en tout cas très rarement. Oui, l'amour de l'Europe parce que l'Union européenne a quelque chose d'unique dans un monde déchiré, la paix en son sein, la paix dans sa politique extérieure, le bien-être peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup. 2018 devrait être l'année de l'héritage du patrimoine européen. 2018 sera l'année de la diversité culturelle européenne. L'homogénéité culturelle de l'Europe en fait pour nous un foyer sûr. Pour nous, l'Europe, ce n'est pas le marché intérieur, l'argent, l'euro. Il s'agit avant tout de valeurs. Mon 6e scénario se fonde donc sur 3 principes de base auxquels il est impossible de renoncer. La liberté, l'égalité de droit et l'état de droit. L'Europe est avant tout une union de liberté. Je pense à la liberté de l'oppression et de la dictature, des phénomènes que notre continent a que trop bien connus, notamment l'Europe centrale et occidentale. La liberté d'expression en tant que citoyen, en tant que journaliste. C'est là une liberté qui trop souvent est considérée comme acquise. Et notre union a été fondée sur ces libertés, mais la liberté ne va pas de soi, et il faut se battre pour cette liberté en Europe, dans le monde. Europa muss eine Union der Gleichberechtigung und der Gleichberechtigten sein. L'Europe doit être une union de l'égalité des droits.
entre ses membres, petits ou grands, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. L'Europe va de Vigo jusqu'à Varna, d'Espagne jusqu'en Bulgarie. L'Europe doit respirer à plein poumon. Elle en a deux, à l'est et à l'ouest. Autrement, notre continent s'essoufflera. Dans une union d'égaux, il ne peut pas avoir de ressortissants de deuxième classe. Il est inadmissible qu'en 2017 encore, des enfants meurent de maladies qui auraient depuis longtemps dû disparaître de notre continent. Des enfants en Roumanie ou en Italie devraient avoir accès aux vaccins comme les autres enfants dans les autres pays d'Europe, sans condition aucune. C'est pourquoi nous travaillons avec tous les États membres pour que les campagnes nationales de vaccination soient soutenues. Il faut éviter les morts que l'on peut éviter en Europe avant tout. Dans une union entre égaux, il ne peut pas non plus y avoir de travailleurs de deuxième classe. Ceux qui effectuent le même travail au même endroit doivent pouvoir obtenir le même salaire. Diesem Ziel dienen die Kommissionsvorschläge zur Entsendung von Arbeitskräften. La Commission fait en ce sens des propositions sur le détachement des travailleurs. Nous devrons veiller à ce que toutes ces propositions concernant la mobilité des travailleurs soient justes, efficaces et imposées partout, avec le soutien d'une nouvelle autorité européenne de contrôle et d'exécution de ces mesures. Il est absurde qu'il y ait une autorité bancaire qui veille à ce que les normes bancaires soient respectées, mais qu'il n'y ait pas d'autorité commune du marché de l'emploi, assurant la justice sur le marché intérieur. Nous la créerons. Dans une union entre égaux, il ne peut pas non plus y avoir de consommateurs de deuxième classe. Je ne peux pas accepter que dans certaines parties de l'Europe, notamment en Europe de l'Est, des aliments de moins bonne qualité soient vendus, alors que l'emballage et l'étiquetage sont identiques. Les Slovaques ont le droit d'avoir la même quantité de poissons dans leur bâtonnet de poissons que les Hongrois ont droit à la même quantité de viande que les Hongrois dans les plats cuisinés. Le droit de l'Union interdit aujourd'hui déjà de telles pratiques et nous devons maintenant donner aux autorités nationales les compétences nécessaires pour que l'on puisse lutter contre ces pratiques illégales. Et enfin, en Europe, nous appliquons la force de la loi et non la loi du plus fort. Ceci revient à dire que le droit et la loi doivent être garantis par une justice indépendante. Faire partie d'une union fondée sur l'état de droit revient à dire accepter les jugements, les respecter. Unsere Mitgliedstaaten haben dem Europäischen Gerichtshof die Nos États membres in letzter Instanz zu entscheiden. ont décidé de céder à la Cour européenne de justice les décisions en dernière instance. Les arrêts de la Cour européenne de justice doivent être respectés systématiquement. Ne pas les respecter ou saper l'indépendance des tribunaux nationaux revient à priver les Européens de leurs droits fondamentaux. L'état de droit n'est pas une option dans l'Union européenne. L'état de droit est contraignant. Notre Union n'est pas un État, elle est dans un État de droit.
Ces trois principes, liberté, égalité de droit, état de droit, doivent rester la base sur laquelle nous nous appuyons pour construire une union plus forte, plus démocratique. Lorsque nous parlons de notre avenir, mon expérience me permet de vous dire que de nouveaux traités ne sont pas la nouvelle réponse à apporter à nos concitoyens. Ce débat-là n'a guère d'écho. Les réformes institutionnelles ne m'intéressent que si elles permettent de rendre l'Union plus efficace. Au lieu de se réfugier dans des modifications futures de traités, il faudrait d'abord essayer de nous détourner de l'idée que d'aucuns doivent perdre pour que tous puissent gagner. La démocratie fonctionne par compromis et les bons compromis permettent à tout le monde d'y gagner. Dans l'Union européenne, les compromis ne sont ni hâtifs ni obscènes, mais sont l'art de surmonter les oppositions pour se rapprocher les uns des autres. Ceux qui n'arrivent pas à accepter des compromis sont incompatibles avec la démocratie et sont euro-incompatibles. Afin de renforcer son unité, l'Union européenne doit aussi être plus inclusive. Si nous voulons renforcer la protection de nos frontières, à juste titre, et davantage encore à l'avenir, nous devons absolument ouvrir l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. Im Übrigen sollten wir auch Kroatien die volle Schengen-Mitgliedschaft ermöglichen, sobald alle Kriterien. De plus, nous devrions également permettre à la Croatie d'adhérer à l'espace Schengen dès que tous les critères seront réunis. Si nous voulons que l'euro réunisse notre continent plutôt que de le diviser, l'euro ne devrait pas être la devise de certains pays élus. Le destin de l'euro est de devenir la devise de toute l'Union européenne. Tous les États membres, sauf 2, ont le droit et le devoir d'adhérer à la zone euro dès qu'ils en auront rempli les conditions. Et les États membres qui souhaitent adhérer à la zone euro doivent pouvoir le faire. Voici pourquoi je propose de créer un instrument de préadhésion à l'euro qui apporte à ces pays des techniques pour y adhérer. Si nous voulons que les banques partout sur notre continent fonctionnent dans le respect des mêmes règles et sous la houlette des mêmes autorités de supervision, il faudrait encourager tous les pays à adhérer à l'Union bancaire européenne. À cette fin, il nous faut réduire les risques qui subsistent dans le système bancaire de certains États membres. L'Union bancaire ne fonctionne que si nous réduisons et partageons les risques. Et pour y parvenir, chacun le sait, appelle des conditions préalables, celles que la Commission a proposées en novembre 2015. Une même garantie de placement, et ceci n'est possible que si chacun fait ses devoirs chez soi, dans son pays. Si nous voulons mettre fin à l'éclatement social, au dumping social en Europe, les États membres devraient le plus vite possible et au plus tard lors du sommet de Göteborg en novembre se mettre d'accord sur le pilier européen des droits sociaux. Les systèmes sociaux nationaux resteront longtemps différents et indépendants, mais nous devons au moins nous mettre d'accord sur une Union européenne de normes sociales au sein de laquelle il y aurait un consensus sur ce qui est socialement juste et injuste sur notre marché. Je reste convaincu que si l'Europe doit réussir, elle ne doit pas tourner le dos aux travailleurs. Mesdames et messieurs, si nous voulons davantage de serviabilité dans notre voisinage, nous avons également besoin d'offrir une perspective d'élargissement fiable
pour les Balkans occidentaux. Während dieses Kommissions- und Parlamentsmandates wird es keine neuen Mitglieder geben. Alors que nous sommes à mi-mandat et au-delà, nous savons qu'il n'y aura pas de nouvelle adhésion parce que les conditions de nouvelle adhésion ne pourront pas être remplies. Mais l'Union européenne comptera dans les années à venir plus de 27 États membres. La justice, l'état de droit et les valeurs fondamentales doivent être respectées. Ceci exclut pour l'instant une adhésion de la Turquie. Die Türkei entfernt sich seit geraumer Zeit mit Riesenschritten von der Europäischen Union. Depuis quelque temps, la Turquie s'éloigne très vite et à pas de géant de l'Union européenne. In denen freie Meinungsäußerung gilt. Les journalistes doivent travailler dans des rédactions, doivent pouvoir s'exprimer librement. Ils ne doivent pas se retrouver en prison. Ich appelliere heute an die Verantwortlichen in der Türkei. Lassen Sie unsere Journalisten. J'adresse aujourd'hui un appel Hören Sie en auf, Turquie, libérer nos journalistes et pas que les nôtres. Staats- und Regierungschefs als Faschisten und Nazis. Cessez d'insulter nos États membres, nos chefs d'État et de gouvernement, en les traitant de fascistes et de nazis. Europa ist ein Kontinent reifer Demokratie. L'Europe est un continent de démocratie mûre, mais ceux qui sciemment insultent, coupent toute possibilité de jeter des ponts. J'ai l'impression que parfois quelques-uns en Turquie veulent couper les ponts pour ultérieurement accuser l'Union européenne des échecs de discussion sur l'adhésion. Nous resterons toujours la main tendue. Une main tendue pour le grand peuple turc et tous ceux qui, sur la base de nos valeurs, veulent travailler avec nous. Mesdames et messieurs, j'aimerais que notre union soit plus forte. Et à cette fin, nous devons renforcer le marché intérieur. Je voudrais que sur des questions importantes du marché intérieur, nous puissions plus rapidement, plus facilement décider au Conseil, à la majorité qualifiée, à la même hauteur qu'avec le Parlement européen. À cette fin, il ne faut pas modifier les traités. Les traités possèdent des dispositions ponts qui permettent, dans certains cas, de décider ultérieurement à la majorité qualifiée. Mais il faut que le Conseil décide d'abord à l'unanimité. Und über die Finanztransaktionssteuer die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit einzuführen. Europa muss nämlich schneller und effizienter entscheiden. L'Europe doit pouvoir décider plus vite. Elle doit être plus efficace. In dem Bereich Et ceci vaut aussi die Wirtschafts- und Währungsunion handlungsfähiger zu machen. dans le cadre de l'union économique et monétaire qui doit être plus efficace. La zone euro est plus résistante qu'il y a quelques années. Nous avons notamment mis en place le mécanisme de stabilité. Je pense que ce mécanisme devrait maintenant petit à petit devenir un fonds monétaire européen qui doit cependant être solidement ancré dans le corps des règles gérant l'Union européenne. La Commission fera des propositions concrètes en ce sens en décembre. Il nous faut un ministre européen des ministres de l'économie et des finances, un ministre qui soutiendrait des réformes structurelles positives dans nos États membres. Il pourra se fonder sur le travail que la Commission a effectué depuis 2015. Ce ministre devrait coordonner tous les instruments de financement de l'Union qui doivent être mis en place pour qu'un État membre puisse se sortir d'une crise grave ou d'une période de récession. Je ne voudrais pas que l'on crée un nouveau poste. Je demande, pour des raisons d'efficacité,
que le commissaire chargé de l'économie et des finances devienne ce ministre et soit également le président de l'Eurogroupe. Le ministre européen de l'économie et des finances doit bien entendu être responsable devant le Parlement européen. Nous n'avons pas besoin de structures parallèles. Il ne nous faut pas un budget à part de la zone euro. Il nous faut une ligne budgétaire forte de l'eurozone dans le cadre de notre budget de l'Union. Ich kann auch der Idee eines gesonderten Europaparlaments und eines gesonderten Europaparlaments wenig Reiz abgewinnen. Das Parlament L'idée d'un Parlement de l'eurozone ne me convainc guère. Le Parlement de l'eurozone, c'est ce Parlement européen. Die Europäische Union muss auch stärker bei der gemeinsamen Terrorbekämpfung werden. L'Union européenne doit également devenir plus forte pour lutter contre le terrorisme. Pendant ces 3 dernières années, nous avons beaucoup progressé. Mais dans le cas de menaces terroristes transfrontalières, nous ne sommes pas assez rapides. Je plaide donc pour la mise en place d'une unité d'intelligence européenne qui veillerait à ce que les données sur les terroristes et sur les combattants étrangers soient automatiquement transmises entre nos services de police et d'information. Aus meiner Sicht spricht auch vieles dafür, die neu geschaffene europäische Staatsanwaltschaft. À mon avis, beaucoup d'éléments nous incitent à confier au procureur européen la possibilité de poursuivre les actes terroristes transfrontaliers. L'Union européenne doit également peser davantage sur l'échiquier mondial. Elle doit pouvoir plus rapidement prendre des décisions en matière de politique étrangère. Je demande aux États membres de vérifier quelles décisions de politique étrangère ne devraient plus être prises à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Le traité l'autorise si, dans un premier temps, le Conseil européen prend sa décision à l'unanimité. Il faut, en matière de politique étrangère, être plus efficace et décider à la majorité. Dans le domaine de la défense, d'autres efforts s'imposent. La création d'un fonds européen de défense est à l'ordre du jour. La coopération permanente structurée en matière de défense est bien lancée. D'ici 2025, il nous faudra une union de la défense qui fonctionne bel et bien. Nous en avons besoin. Et l'OTAN l'aimerait beaucoup. Enfin, je voudrais que notre Union se concentre davantage sur ce qui est vraiment important. Nous ne devons pas ensevelir les citoyens européens sous des masses de petites règles, mais nous devons donner les grandes orientations. Nous ne devons pas nous lancer dans de petites initiatives, mais nous lancer dans de grands chantiers. C'est pourquoi la Commission a essayé de faire preuve de grandeur dans les grands projets et de se retirer sur des petits projets. La Commission a présenté 25 nouvelles initiatives, alors que dans les précédentes éditions, il y en avait plus de 100. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ein. Der erste Vizepräsident, mein Freund Franz Timmermans, der sich jetzt schon erfolgreich bessere Rechtsetzung verdient gemacht hat, wird diese Taskforce leisten. Dieser Taskforce Monsieur Timmermans se chargera de cette task force. Ce groupe, qui s'appellera le groupe Timmermans, intégrera également des députés de ce Parlement et des parlements nationaux. Nous ferons un rapport là-dessus dans un an. Mesdames, Messieurs, notre Union a besoin d'un saut démocratique. Je souhaiterais que les partis politiques européens lancent leur campagne pour les prochaines élections européennes plus tôt que par le passé. Trop souvent, les campagnes électorales européennes ont été réduites à une simple addition des propositions électorales nationales. La démocratie européenne mérite mieux. Aujourd'hui, la Commission propose de nouvelles règles sur le financement des partis
et des fondations politiques. Il ne s'agit pas de renflouer les caisses des extrémistes qui sont contre l'Europe. Il s'agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s'articuler. Je n'ignore pas que l'idée est contestée pas plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour l'idée de présenter des listes transnationales aux élections européennes. Et j'essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette ambition qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe. Je pense également qu'au cours des prochains mois, nous devrions associer les parlements nationaux et la société civile au niveau national, régional et local aux travaux sur l'avenir de l'Europe. Au cours des 3 dernières années, les membres de la Commission, comme nous l'avions promis, ont rendu visite aux parlements nationaux à plus de 650 reprises. Ils ont participé à plus de 300 dialogues avec les citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. C'est pourquoi je soutiens l'idée du président Macron d'organiser des conventions démocratiques dans toute l'Europe en 2018. À mesure que le débat se développera, j'accorderai une attention particulière à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie. 2018 est l'année où ces 4 pays célébreront leur 100e anniversaire. Ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent, ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent doivent connaître et honorer notre histoire commune, et donc l'histoire des 4 pays mentionnés, pays sans lesquels l'Union européenne ne serait pas complète. Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a évidemment des conséquences pour la Commission européenne. Aujourd'hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code de conduite des commissaires. Tout d'abord, ce nouveau code précise que les commissaires peuvent se présenter dans des conditions normales comme candidats aux élections européennes. Il est évident que le nouveau code renforcera les obligations des commissaires en matière d'intégrité pendant et après leur mandat. Qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès démocratique que constitua l'innovation des têtes de liste Spitzenkandidaten ne soit pas renouvelé. Je voudrais que l'expérience soit poursuivie. Et je ne serai pas candidat. Présentez-vous, mais vous ne serez pas élu. Plus de démocratie veut dire plus d'efficacité. L'efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne. Cette proposition ne vise en rien mon excellent ami Donald, avec qui je collabore harmonieusement et en intimité de complicité depuis le début de notre mandat. Cette proposition ne vise ni Donald ni moi-même. Le paysage européen serait tout simplement plus lisible, plus compréhensible si le navire européen était piloté par un seul capitaine. Le fait d'avoir un seul président reflèterait mieux la véritable nature de notre Union européenne, à la fois comme union des États et comme union des citoyens.
Mes chers collègues, la vision d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique que je présente aujourd'hui associe des éléments de tous les scénarios que je vous ai exposés en mars dernier. Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée parmi d'autres. C'est aujourd'hui que nous devons préparer l'union de demain. J'ai envoyé ce matin au président Tajani, au président Tusk, ainsi qu'au futur président tournant du Conseil d'ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous devrions suivre. Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que la Commission présentera en mai 2018. Là encore, nous avons le choix. Soit nous cantonnons les ambitions de l'Union européenne dans le cadre strict du budget actuel, soit nous augmentons la capacité budgétaire de l'Union européenne pour qu'elle puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis pour la deuxième solution. Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce sera à la fois un moment triste et tragique. Nous le regretterons toujours et vous le regretterez bientôt. Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit, ce n'est pas le futur de l'Europe. Le 30 mars 2019, nous serons une union à 27. Je propose que nous nous y préparions bien. Les élections au Parlement européen auront lieu à peine quelques semaines plus tard, en mai 2019. Ce sera un rendez-vous important avec la démocratie européenne. Il faudra que les citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l'Union européenne évoluera dans les années à venir. C'est pourquoi j'en appelle au président Tusk et à la Roumanie, qui exercera la présidence au cours du premier semestre de 2019, d'organiser un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, aussi connue sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment de nous réunir pour prendre les décisions nécessaires à la construction d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique. Mon espoir est que le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une union où nous défendrons toutes nos valeurs, où tous les États membres respecteront sans nuance l'état de droit, où un membre à part entière de la zone euro, de l'union bancaire, de l'espace Schengen soit devenu la norme pour tout un chacun, où nous aurons consolidé les fondements de notre union économique et monétaire afin de pouvoir défendre notre monnaie unique en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sans avoir à recourir à une aide extérieure, et où notre marché unique sera plus équitable pour les travailleurs de l'Est comme de l'Ouest. Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à nous mettre d'accord sur un solide socle de normes sociales, où les bénéfices seront imposés là où ils sont réalisés, où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter, et où nous serons mis d'accord sur la création d'une véritable Union européenne de la défense, où un président unique conduira à terme les travaux de la Commission et du Conseil européen après avoir été élu à l'issue d'une campagne électorale pan-européenne démocratique. Monsieur le Président, si le 30 mars
2019. Nos citoyens se réveillent dans cette union-là. L'Union européenne sera une union qui aura répondu à leurs attentes justifiées. Mesdames et Messieurs les députés, Helmut Kohl et Jacques Delors, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, m'ont appris que l'Europe n'avance que quand elle fait preuve d'audace. Le marché unique, l'espace Schengen, la monnaie unique, voilà des idées et des projets qui ont été considérés lorsqu'ils furent nés comme de simples vues d'esprit. Pourtant, aujourd'hui, ces trois réalisations majeures font partie de notre quotidien. Maintenant que l'Europe va mieux, on me dit qu'il ne faut pas surcharger la barque européenne. Mais il ne faut pas, à l'heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe. Mais aujourd'hui et demain, nous devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après inspiration, continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe. Il faut parachever la maison Europe maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau. Parce que quand les nuages se formeront à l'horizon, et ils vont se former un jour, il aura été trop tard. Alors, larguons les amarres, leinen los, comme disent les Allemands. Mettons les voiles et profitons des vents favorables. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter le discours de Jean-Claude Juncker sur l'état de l'Union européenne. Un discours avec un ton résolument optimiste. L'Europe a de nouveau le vent en